Bonjour, je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui. En fait, pour cette première table ronde en partenariat avec donc Entreprendre dans la culture. C'est donc un co-branding Système Entreprendre dans la culture. Et nous allons aborder la question de la fidélisation des publics, notamment au travers de l'abonnement et des cercles d'amis des musées. Donc en fait, ces deux modèles de fidélisation des publics présentent un certain nombre de convergences et évoluent également, notamment au regard des pratiques digitales. Donc ce sera pour nous l'occasion de voir un petit peu dans quelle mesure les pratiques d'abonnement en fait changent, dans quelle mesure en fait elles peuvent devenir aussi des abonnements de plus en plus premium et ainsi se rapprocher finalement en fait des contreparties qu'on pourrait avoir quand on fait partie d'un cercle d'amis de musée. Euh, Tout un tas de questions se posent également, notamment autour de l'abonnement. Est-ce que finalement l'abonnement est un prolongement, je dirais, de la billetterie ou est-ce que c'est quelque chose de différent, un autre produit? Par qui doit être géré les abonnements également? Est-ce que c'est quelque chose qui relève plus du développement des publics, des services marketing? Et enfin, dans quelle mesure aussi, en fait, ces abonnements peuvent, comme les cercles d'amis, constituer finalement des communautés. En fait, hein, vraiment cette idée d'appartenir à une communauté, d'être engagé aussi, en fait, envers les institutions culturelles pour lesquels on devient membre. Donc en fait, tout ça va pouvoir être abordé à l'occasion de cette table ronde. Donc nous accueillons aujourd'hui Adrien Joly, en fait responsable du développement des ressources du MUSEM. Ensuite, Lucia Urcioli, responsable du développement du Maxi, et notamment du système d'abonnement MyMaxi. Ensuite, Katia Raimondo, qui est donc la directrice du Cercle des Amis du Palais de Tokyo. Et enfin, Sébastien Fumaroli, qui est donc le directeur délégué des Amis du Louvre. Voilà. Je vous remercie. Donc, on va commencer déjà par Sébastien, par Adrien Joly, qui nous revient en fait tout droit de Détroit, en fait, qui vient juste de participer à l'American Membership Alliance Conference, si, je ne sais pas si si je fais une erreur, en fait, puisque justement son nouveau système d'abonnement dont il va nous parler a été repéré comme quelque chose de tout à fait innovant. Voilà, je te laisse la parole. Oui, voilà, vous m'entendez tous. Bien, bonjour à tous. Je suis Adrien Joly. En effet, je travaille au MUSEM à Marseille et je suis très heureux d'être là. Euh, alors, en effet, on est en train de développer un système je vais vous parler d'une chose qui forcément fonctionne à l'heure actuelle, puisque on est dans un modèle totalement théorique on va le lancer a priori en 2-3 mois. Et on a mis un petit peu de temps, mais on a pensé à tout ce système-là pendant le confinement. C'était l'occasion de s'arrêter, de réfléchir, et comme beaucoup d'entre vous, et d'imaginer d'autres solutions, d'autres leviers de développement. Alors, en effet, j'étais au AMMC à Détroit, qui est un rassemblement très intéressant. Et l'inspiration première était le modèle nord-américain pour le modèle qu'on développe, même si on l'a complètement adapté, j'allais dire même pas à la France, mais à Marseille en tout cas à notre contexte à nous. Vous le savez tous, aux États-Unis, ils ont leur principal levier de développement sont les programmes de membership. Chaque musée a des communautés assez impressionnantes. Ça avoisine, enfin, c'est très variable d'un musée à l'autre. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette association qui regroupe tous les musées américains se réunit chaque année. Et chaque fois que quelqu'un se présente, il dit dans les 10 secondes qui suivent le nombre d'abonnés qu'il a. Donc, c'est un petit peu un moyen de se positionner. Donc, il y a les, Et du coup, lequel a le plus d'abonnés en fait? je vais dire que ça varie des petites communautés à 5 000 jusqu'à 150 000 pour des gros musées. Mais c'est vrai que l'approche enfin, c'est un modèle qui est séduisant, qui après, il faut le dire, repose sur un mode de fonctionnement très américain, qu'on ne pourrait pas, comme souvent, il n'y a jamais
de recettes applicables partout dans le développement. Là, c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même que les musées américains ont été constitués sur un principe où c'est la communauté qui construit le musée, ce qui n'est pas tout à fait notre modèle à nous. Mais par contre, j'ai eu la chance de faire quelques formations. On était tous les deux formateurs avec Jean-Sébastien Bélanger, qui est devenu un ami, et qui lui pilotait le programme pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'était très intéressant parce que Montréal n'était pas du tout même s'ils sont entre la France et les États-Unis, on va dire comme culture, mais en tout cas, ils n'avaient pas de communauté d'abonnés et ils l'ont développé. Et c'est vrai qu'en 10 ans, ils ont réussi à ramener en fait plus de revenus que la billetterie classique. Donc, ils ont vraiment doublé les revenus de billetterie. Donc, c'était ce pilotage de billetterie stratégique que je trouvais très intéressante. Et c'est vrai que quand je regardais le contexte marseillais, au MUSEM, on a une fréquentation assez élevée. On a à peu près 1 200 000 visiteurs par an. Et cette population-là, elle est à 50% de la région PACA. Et en fait, en l'analysant, on se rendait compte que on a des visiteurs qui viennent et reviennent chaque année. Et on se disait finalement, on a beaucoup d'ingrédients pour proposer une carte d'abonné. Donc on était parti un petit peu de ce postulat. Et je continue. Et en fait, on se disait, tiens, finalement, pendant le confinement, je voyais que vraiment la tendance partout était d'avoir des abonnements très faciles d'accès, mensualisés. Finalement, quand on regarde ce qui marche comme abonnement, et ce qu'on n'a pas vraiment dans les musées, c'est vraiment Netflix, Spotify. Et je me disais, tiens, ça serait quand même assez facile, enfin peut-être assez intéressant, d'essayer de développer un modèle de ce type pour les musées. Alors j'ai commencé à en parler autour, puis tout le monde me disait évidemment, mais non, c'est impossible, le paiement mensuel, c'est pas possible, etc., etc. Puis en fait, bon, on a creusé l'idée, on a trouvé des solutions. Et le projet qu'on est en train de développer, finalement, c'est quasiment opérationnel maintenant, mais on va le mettre en place dans les prochains mois. C'est une application qui se télécharge, qui en fait, quand vous y irez dans le MUSEM dans quelques mois, vous verrez de la signalétique avec abonnez-vous avec des QR codes, notamment dans les lieux de tout ce qu'on dit de wait marketing, donc quand vous faites la queue. Vous téléchargez cette application et là, vous entrez sur un canal de vente extrêmement efficace qui fait on va dire un petit peu comme quand vous prenez une trottinette dans la rue, en l'espace de quelques dizaines de secondes, vous vous abonnez, vous rentrez votre carte bleue et en fait, vous payez mensuellement 3 euros par mois, puisqu'en fait le prix du coup est très peu cher, puisqu'on prend la carte annuelle était à 36 euros, mais évidemment quand on le divise par 12, ça revient à 3 euros par mois. Et vous avez à ce moment-là une clé numérique qui est une sorte de passe RFID en fait, qui va vous permettre d'entrer directement dans les salles d'exposition. Vous avez bipé. Et ce qui est très intéressant pour ceux qui pilotent ce programme, c'est qu'on peut savoir exactement ce que fait chacun de nos abonnés. On peut mieux comprendre le parcours visiteur de chacun de nos abonnés. Donc c'est vraiment un développement, enfin une idée qui a été pensée, à la fois inspirée évidemment de ce qui se passait aux États-Unis, mais en fait aux États-Unis, ils sont dans des modèles, ils ont développé ça bien avant nous, mais ils sont aussi dans des modèles très pré-numériques et ça fonctionne. Et en fait, d'ailleurs, c'est assez surprenant, mais ils utilisent beaucoup le courrier papier pour communiquer avec leurs abonnés. Et alors du coup, j'avais été sélectionné parce que ça les amusait de voir quelque chose qui était complètement numérique. Excuse-moi, est-ce que ce sont des modèles aussi flexibles finalement aux États-Unis? Est-ce qu'on peut s'abonner comme ça tous les mois Justement, ce qui était intéressant, et j'y étais allé vraiment, alors j'intervenais, mais surtout pour apprendre, pour voir comment ils animaient ces programmes d'abonnement. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ils sont en train de faire la même transformation et ils développent aussi des abonnements mensuels parce qu'ils se rendent compte que le paiement mensuel est quand même, pour beaucoup, et on le voit, ça nous paraît évident quand on parle de Netflix et Spotify. Si on devait payer Netflix à peu près
10 euros par mois. Enfin, c'est moins de 10 euros en général parce que ça passe mieux psychologiquement. Mais si on devait d'un coup payer 120 euros en début d'année, je pense que ça marcherait pas tout à fait pareil. Et finalement, le paiement mensuel a l'avantage que, en fait, il passe totalement inaperçu. Et on sait que quand on a des paiements qui sont extrêmement faibles par mois, euh, c'est facile de s'abonner et en général on oublie de se désabonner, enfin, ou on reste abonné. Donc il faut que ça soit très facile de se désabonner aussi. Il ne faut surtout pas donner l'impression de coincer le visiteur, mais le visiteur se dit bon, finalement, je paye 3 euros par mois. Alors ce qui m'intéressait, c'était de voir si beaucoup allaient, parce que tout le monde m'a dit enfin, beaucoup de personnes m'ont dit mais vous allez vous faire avoir parce que les gens ils vont prendre l'abonnement 3 euros par mois, ils vont rentrer dans la salle d'exposition, en sortant ils vont se désabonner. Et j'étais intéressé de voir des retours d'expérience là-dessus. Et en fait, l'Institut of Art de Chicago l'a fait depuis à peu près un an. Et il me disait qu'en fait, il y avait très peu de personnes qui avaient fait cette stratégie de s'abonner, de désabonner, qu'en fait, les gens s'abonnent, restent abonnés. Les désabonnements qu'il y a eu, c'était pour des problèmes de carte de crédit qui étaient arrivés à date de péremption. Donc, et finalement, les gens avaient une alerte et se remettaient leur abonnement à jour. Donc, enfin, en tout cas, nous voilà, donc on a fait un marché. On a une entreprise qui a répondu, et il y a son digne représentant ici, Julien de Guidap, une start-up dans l'accès et avec lequel on travaille. Et là, on a tout fonctionne. En tout cas, maintenant, c'est la mise en place et les tests sur lesquels on est. Et dans une certaine mesure, en fait, enfin, cet engagement de 3 euros par mois, enfin, en quelque sorte, il ne s'articule pas vraiment avec l'idée enfin, je dirais d'un engagement un peu durable, en fait, pour l'institution, entre guillemets. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, Bah, bon, déjà, on va bien voir parce que je pense qu'il faut être très modeste. Ça peut fonctionner comme ça peut absolument pas marcher. Donc, on verra dans un an ou deux ce que ça donne. Mais après, évidemment, l'idée, c'est évidemment d'animer. Alors, il y a toute une série d'avantages qui viennent avec cet abonnement, hein. C'est une carte qu'on va appeler, d'ailleurs, enfin, c'est un projet qu'on appelle Musem Plus. Euh, et, euh, et l'idée, c'est aussi d'animer suffisamment cette communauté pour qu'elle ait envie de rester et de s'inscrire dans le temps, en annonçant évidemment nos belles expositions à l'avance, en donnant également du contenu numérique qui soit seulement accessible dans un premier temps par l'application pour les abonnés. Alors l'application, c'est vraiment un outil qui les accompagne partout. Alors évidemment, il y a l'accès. Alors, il y a l'accès au cinéma, il y a la réduction au restaurant, bon, il y a tout ce qu'on voit partout, hein, c'est pas très original, mais bon, l'accès dans d'autres sites aussi qu'on va négocier à mesure que la communauté va grandir, mais également, oui, je disais du contenu en ligne, également enfin, c'est une myriade d'avantages en fait qu'on va évidemment affiner avec le temps. et finalement, ça permet un contact en continu Exactement. avec les publics en fait, abonnés. Exactement, Ouais. et ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est une application ultra simple comme design. Il y a en gros, il y a 3 menus, il y a son e-badge, donc c'est de la RFID il y a qui peut faire contrôle visuel, mais également à distance, hein, quand on passe près d'une borne. Il y a que faire, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, au Mucem, on a énormément de programmation, on a un amphithéâtre, on a des festivals, on a du cinéma en plein air. Le problème, c'est que notre site internet, il n'est pas très lisible. Enfin, je ne devrais pas le dire ça comme ça, mais en gros, nous-mêmes, on se demande toujours ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de trucs. Et du coup, dans Que faire, il y a les expos temporaires et l'événement à ne pas manquer. Donc, on simplifie au maximum sur ce menu Que faire. On a l'impression qu'il y a 6 options au MUSEM, ça change régulièrement, mais en fait c'est le plus simple possible, que ça soit le plus visible possible. Et quand on va sur le menu de l'exposition temporaire, on a évidemment accès à l'audio guide. Donc en fait c'est un outil aussi qui permet d'accompagner pendant la visite. Pour le moment c'est la première pierre, c'est la base, mais évidemment on va voir comment se comporte le visiteur, comment ça prend, et puis on va essayer de faire évoluer cet outil. On pourra aussi faire un outil de feedback, pourquoi pas, enfin, il y a plein de choses qu'on peut rajouter après. Et puis, évidemment, identifier, mieux comprendre nos visiteurs et peut-être les faire monter pour offrir d'autres types de programmes à nos abonnés.
Et donc, c'est un outil finalement qui s'adapte particulièrement bien à des institutions, véritables lieux de vie avec une diversité de programmation, un certain rythme aussi d'événements, etc. Alors oui, nous, il faut savoir qu'on est presque dans une situation de monopole à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a d'autres musées municipaux, bien évidemment, mais disons que le MUSEM fait un peu figure de hub culturel et on accueille beaucoup de festivals qui existent et qui existaient avant nous, mais qui viennent aussi, qui utilisent les espaces du MUSEM. Donc c'est vrai on sait que on a cette chance quelque part d'être à la fois musée, mais également lieu de vie. Et du coup, cet abonnement, ce MUSEM Plus donne, c'est vraiment presque l'accès à un mode de vie, un lieu où on peut pouvoir venir. Alors il y a des cartes, il y a 4 types d'offres. Il y a le solo, le duo, le quattro, et puis un tarif réduit pour les étudiants. Donc on a conçu ça en observant un petit peu ce qui se passait, comment les visiteurs déjà utilisaient notre lieu. Et j'allais dire, c'est un petit peu l'inverse de ce que fera le département des publics, qui va lui plutôt s'intéresser au non-public. Nous, on s'intéresse au public qui est déjà là, qui est existant. Notre cible prioritaire, c'est ceux qui ont passé nos murs, qui sont là et qui viennent 1 fois, 2 fois par an. Et en fait, c'est comment, plutôt que à chaque fois de remettre beaucoup de moyens dans la communication pour les faire revenir, pour aller annoncer les nouvelles expositions, et ben en fait, c'est utiliser cette application pour être vraiment en lien constant avec eux. Et du coup, les moyens qu'on consacre à la communication de cette communauté déjà acquise, et ben on va les utiliser pour aller chercher des publics qui, eux, n'ont pas franchi nos murs. Oui, donc en termes d'organigramme, en fait, cet abonnement en fait, est géré par ton service, le service du développement des ressources. C'est ça, en fait. Exactement. Donc c'est vrai que ce n'est pas une logique de médiation culturelle, même si on travaille avec le service des publics, mais on est dans une logique, on peut le dire, plutôt commerciale aussi. Je sais que c'est un gros mot parfois dans les musées, et je m'en excuse, mais oui, disons qu'on a une approche plus commerciale, plus marketing, c'est évident. Enfin, d'ailleurs, en fait, au MoMA, par exemple, ou au Victorian and Albert Museum, les abonnements sont vendus sur les boutiques en ligne. En fait, tu vois, c'est vraiment dans cette logique, enfin, assez commerciale, en fait. Alors, autre chose aussi, on va utiliser cet outil pour on a beaucoup de mécènes et une communauté de mécènes. Certains nous demandaient des cartes de mécénat. C'était toujours très compliqué à faire parce qu'il fallait éditer la carte, mettre la photo d'identité du porteur, leur envoyer par la poste. Là, par exemple, si un mécène me demande 200 cartes pour ses salariés, on leur envoie 200 codes promo. Ils peuvent tout de suite télécharger l'application, rentrer le code et ils ont un accès d'1 an, par exemple, ou du temps ce qu'on aura programmé. Et est-ce que cette carte Mucen Plus peut permettre d'avoir, enfin, ou est-ce que vous envisagez, par exemple, des partenariats avec, enfin, je sais pas moi, des restaurants ou des commerces à l'extérieur ou d'autres institutions? Oui, absolument. Alors là, encore une fois, ce projet est conçu, on va dire, c'est du sur-mesure pour le MUSEM et ce qu'on est à Marseille. Et évidemment, je pense que plus cette communauté d'abonnés grandira, plus on sera en mesure de bien négocier des réductions, voire des accès, si on a des expositions en duo, en partenariat avec d'autres musées autour, des accès avec d'autres partenaires culturels, peut-être même des partenaires privés, bien sûr. Et est-ce que du coup, vous prévoyez aussi quelques contreparties digitales pour ses abonnés, en fait? Parce que par exemple, enfin, c'est vrai qu'on a vu notamment pendant la période en fait, de pandémie où les musées étaient fermés, certains musées, notamment aux États-Unis, ont proposé des contreparties digitales, notamment aux abonnés. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement? Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on a vu pendant le confinement même des accès, le développement qui a moyennement marché d'accès à du contenu digital payant. Moi, j'y crois moyennement, enfin en tout cas de façon ad hoc. Je pense que par contre, une offre globale où on paye 3 € par mois, mais en plus de... Excusez-moi, je fais que de faire ça, je me rends compte. C'est pas très... donc on paye 3 € par mois, mais en plus, on a évidemment l'accès physique, c'est l'essentiel, mais en plus,
je ne sais pas, la préface du catalogue qui est envoyée ou une newsletter avec un peu plus de contenu aux abonnés. Je pense que quand ça rentre dans un package global, je pense que ça peut tout à fait fonctionner. Oui. Et alors du coup, comment s'articule justement le cercle des amis du MUSEM par rapport à cette nouvelle offre d'abonnement? Alors, on travaille en bonne intelligence, et c'est pas de la langue de bois, hein, c'est vrai. En fait, on a beaucoup discuté avec nos amis, et pour nous, c'était important de ne pas avoir un programme d'abonnés qui fasse concurrence à un programme avec une carte des amis du MUSEM. Ce qu'on a voulu faire, c'est que en fait, les amis soient avant tout une communauté d'abonnés, et que finalement, ils prennent automatiquement la carte, donc ils passent par le système d'abonnés. On a un tarif préférentiel pour les amis, mais ça, c'est dealé directement avec la société d'amis. Et la société d'amis, elle, va développer en plus, ce qu'elle fait déjà, une programmation pour les amis. Mais pour elle, c'est intéressant, puisqu'il y avait des avantages qu'on ne leur avait jamais cédés, comme par exemple l'accès prioritaire, etc., et qu'on va développer pour les abonnés, ou également des réductions que le musée va négocier ailleurs, au restaurant ou dans d'autres sites autour. Et ça, je voulais qu'à tout prix, les amis en bénéficient de toute façon, et que ce qu'ils fassent en plus, ça soit leur animation, leur programmation culturelle. Donc ça aurait été contre-productif d'avoir deux offres qui se font concurrence. Et en plus de ça, étant nous-mêmes le musée, on serait rentré dans un rapport un peu malsain ou pervers avec notre société d'amis. Donc on met ça en place. Et alors l'autre chose aussi, il y a des gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec les outils numériques. Par exemple, là, on parle du smartphone. Alors évidemment, ça s'est beaucoup démocratisé avec le pass vaccinal, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais ça a quand même joué. Parce que c'est vrai que quand j'ai présenté le projet au MUSEM, quelqu'un m'avait dit, mais tu imagines vraiment que pour entrer dans le musée, les gens devront sortir leur smartphone. Alors c'était juste 2 mois avant l'obligation du pass vaccinal. Alors évidemment, après, les gens sortaient leur smartphone pour rentrer au musée, donc ça a accéléré ceci, mais l'aisance avec les outils numériques. Mais il y a toujours une partie de la population qui n'est pas très à l'aise avec ça. Et en fait, pour ceux qui voudraient être abonnés, mais qui ne souhaitent pas avoir un smartphone, leur seule possibilité est de passer par la Société des Amis, et qui va du coup nous assurer ce service-là. Et pour nous, c'est là où il y a une complémentarité qui est tout à fait intéressante, avec aussi autre chose, parce que bon, je pense que deux autres en parleront beaucoup mieux que moi, mais les amis offrent autre chose en plus que simplement un accès et des avantages que j'ai décrits. Et par exemple, est-ce que vous pourriez envisager, avec ce système d'abonnement, en fait, finalement, de le prolonger vers des opérations de crowdfunding ou ce genre de choses? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, c'est bien trop tôt pour en parler, mais imaginons que le programme fonctionne. Imaginons que d'ici quelques années, parce que c'est vrai que la conversion est extrêmement rapide, elle se base aussi sur l'achat compulsif. On est au MUSEM, on trouve que tout est beau et on se dit, j'ai même pas envie d'aller marcher jusqu'à la billetterie ou de faire la queue. Je vais prendre tout de suite mon pass et en plus, je sais que je viens régulièrement. Donc imaginons que tout ça et que l'application ne plante pas et compagnie, et qu'on ait une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents dans quelques années. Il est sûr que parmi eux, on va pouvoir identifier ceux qui sont plus engagés avec le MUSEM, qui viennent plus souvent et qui, par les données qu'ils ont fournies, nous indiquent qu'ils appartiennent à une typologie de personnes peut-être plus à même de partager à du crowdfunding. Donc là, forcément, il y a une exploitation secondaire qui ne va pas arriver tout de suite, mais c'est de l'exploitation de la data. D'accord. Merci beaucoup. On va passer au Maxi avec le Lucia Orcioli. Donc, merci beaucoup, Lucia, d'être là. Et du coup, vous, au Maxi, vous avez vraiment un système d'abonnement My Maxi qui propose vraiment une diversité de contreparties, vraiment premium, etc. Et en même temps, c'est vraiment lié à tout un tas d'événements qu'on offre en particulier aux adhérents.
Merci. Tout d'abord, je veux m'excuser si je vais utiliser mes notes, mais j'ai vraiment peur de faire des gaffes en français. Et le MAXXI, c'est le Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo qui se trouve à Rome. C'est un bâtiment conçu et réalisé par Zaha Hadid. Et au cours de ces 12 ans d'activité, a développé un large public dont la moitié au moins était constituée avant les confinements, par des visiteurs étrangers qui aiment l'art contemporain et les principaux musées d'art contemporain du monde. Et c'est pourquoi qu'il est important pour nous de nous comparer constamment aux meilleures pratiques internationales dans les domaines de la gestion des relations publiques et des actions de développement du public. Et voici donc la raison pour laquelle, pour nous, c'est important d'être aujourd'hui ici. Et donc, Emmanuel, merci pour nous avoir invités. Et comme je disais, le MAXXI a constitué, avec le MyMaxi à partir de sa naissance, son système d'abonnement, disons, standard. Ce système est constitué par la MyMaxi qui prévoit la Young, Adult, Senior and Family and Friends, et le BiblioMaxi. La BiblioMaxi, c'est seulement pour les étudiants intéressés à notre bibliothèque spécialisée en art, architecture, design et photographie contemporaine. Ça coûte seulement 10 € par an et c'est vraiment les entry-level pour faire en sorte que les étudiants puissent avoir un espace incroyable pour étudier et en même temps, c'est pour créer un premier niveau de public sur lequel on va faire des actions de développement. Et tout ce qu'on fait avec les BiblioMaxi, c'est à partir du deuxième minute qu'ils ont acheté la BiblioMaxi, c'est de faire des offres pour changer la BiblioMaxi en Maxi Young ou Maxi Adult. Ça dépend de l'âge. Aujourd'hui, nous avons environ 3300 abonnés actifs et notre objectif pour le 2022, c'est 4000, qui est exactement le même nombre d'abonnés que nous avions dans les 2019, c'est-à-dire avant les Covid et les confinements forcés. Autre objectif pour les bureaux de développement pour cette année, c'est l'extension de benefits au contenu 100% virtuel et numérique que les musées vont mettre en ligne avec un système de streaming payant pour tout le monde à partir de septembre de cette année et pour lesquels dans les derniers mois, on a développé des liens de production et des relations de production avec tous les plus importants players de la création de contenu numérique et digital comme Spotify ou comme Fremantle ou comme la RAI, par exemple, en Italie. Dans les dernières années, nous avons de plus en plus réalisé l'importance d'offrir à cette petite mais importante partie du public qui est vraiment passionnée, qui a passé les murs, comme avez dit vous, par l'art, par l'architecture, les designs, la photographie et la créativité contemporaine, la possibilité de bénéficier avec une seule carte, avec un seul achat et avec un seul clic, si c'est possible, pas seulement d'une seule exposition ou de plusieurs expositions. Comme vous savez, Zaha Hadid a conçu cette grand bâtiment à Rome et nous laissons en gestion 6 galeries et dans lesquelles les expositions changent tout le temps. On n'a pas un seul mois dans lequel il y a toujours les mêmes expositions et c'est l'horaire pour nous, mais c'est vraiment bien pour les visiteurs et c'est-à-dire qu'avec un seul ticket ou avec les MyMaxi, on peut arriver à voir jusqu'à 15-16 expositions chaque année, et toujours ayant acheté seulement l'abonnement, mais il n'y a pas seulement ça comme bénéfice de MyMaxi. Excusez-moi, vous avez une collection permanente ou Nous avons une collection permanente qui va changer tous les 9 mois. Et nous avons une collection permanente d'art et nous avons une collection permanente d'architecture. Donc, il y a 2 galeries qui sont dédiées aux collections et qui vont changer tous les 8-9 mois, ça dépend. Et après, dans les autres galeries, ça se fait qu'on a des expositions, mais aussi on a des focus, donc des plus petites expositions. Et nous avons aussi une vidéogalerie dans laquelle nous avons une production annuelle d'expositions réalisées en vidéo. Et l'année prochaine, on va construire une VR room dans laquelle ça
ça va être le prochain effort, dans lequel nous irons rendre possible la visite, soit d'une partie de la collection que nous allons digitaliser pour la possibilité d'en jouir avec les systèmes de VR ou de AR ou de réalité mixte, soit de faire des expositions totalement conçues en virtual reality. Et donc, ça se fait qu'il y a un tas d'expositions avec l'abonnement et c'est possible d'arriver à pouvoir visiter 13 ou 14 expositions par an ou de revenir plusieurs fois. Ce qu'on a vu que c'est passé, par exemple, ça fait longtemps, ça fait 8 mois que nous avons ouvert une grande exposition de Sebastião Salgado. Et ce qu'on a vu, c'est que les niveaux et les tas d'achat de l'MMAXI a vachement progressé parce qu'il y a eu du monde qui est venu voir la même exposition 3 ou 4 ou 5 fois. Et donc, c'était vraiment rentable d'avoir l'abonnement. Mais ce n'est pas seulement pour voir l'exposition tous les années que les systèmes de MMAXI fonctionnent parce qu'il y a notamment des autres benefits. C'est-à-dire qu'avec la MyMaxi, l'abonné a la possibilité de bénéficier de notre énorme public programme, c'est-à-dire environ 200 événements par an, un événement chaque jour, c'est-à-dire de conférences, des lections magistrales, mais aussi des projections de cinéma, de théâtre et tout ça, des spectacles et des performances. Mais aussi avec l'abonnement, comme dans tous les abonnements, un abonné peut jouir de tout l'ensemble des activités offertes par les Maxi et qui, comme j'ai dit, s'articulent largement expositions, débats, projections, conférences, performances et des services éducatifs pour les enfants et pour les familles, visites guidées, la bibliothèque, l'accès à la bibliothèque, mais aussi l'accès aux archives d'art, d'architecture, des photographies. Aussi que pouvoir avoir des possibilités incroyables dans notre cafétéria, restaurant, librairie et tout ça. Et Lucia, en fait, l'accès à ces spectacles, par exemple, c'est gratuit ou c'est une réduction en fait? C'est normalement c'est gratuit et s'il y a des spectacles qui ont un billet, normalement, il y a des places qui sont réservées gratuites pour les MyMaxi et sinon, il y a la possibilité de les acheter avec des réductions importantes. Et donc, avec les MyMaxi, c'est-à-dire avec notre abonnement annuel, dans la poche, une personne peut entrer au musée, bénéficier 375 jours par an gratuitement de tout ce qui se passe dans les musées, qui, comme notre président dit chaque jour, ce n'est pas simplement un musée, c'est une communauté de production culturelle constante et pour laquelle les MyMaxi constituent les premiers niveaux de target, c'est-à-dire les niveaux qui est passionné et que normalement est notre target préféré parce que si les MyMaxi apprécient ou aiment une exposition, une activité, ça veut dire que ça va, normalement. Et donc, c'est normalement la réaction. Il y a des fois qu'on va tester des projets sur les MyMaxi, on les aide, on les utilise comme testeurs, vraiment pour voir s'il y a quelque chose à corriger ou à changer. Dans les dernières années, en partie à cause du Covid, qui a inévitablement vu une diminution du public étranger. Je vous ai dit que pour nous, c'était environ la moitié du public. Et donc, c'était vraiment terrible pour nous. Nous avons mis en place des actions spécifiques et répétées sur les publics romains, bien évidemment, des amateurs de la créativité contemporaine pour leur proposer de devenir MyMaxi, des campagnes de communication sur les réseaux sociaux à destination des publics potentiels et surtout des organisations de journées porte ouverte pour présenter toutes les opportunités du MyMaxi. Chaque année, 2 fois par an, on organise des journées portes ouvertes qui sont soit l'occasion pour remercier les abonnés et au même temps pour créer des nouveaux abonnés tout en lui
offrant la possibilité de faire des expériences nouvelles et de tester la possibilité de devenir abonné. Et c'est pour ça qu'on fait des spécifiques campagnes de marketing pour voir les nouveaux publics et pour voir tout ce qui est relation avec des autres brands qui peuvent nous aider ou avec lesquels on peut s'aider réciproquement. Par exemple, dans la prochaine année, on va faire la journée porte ouverte avec une grande brand de grands magasins. C'est la Rinascente, c'est comme les bons marchés chez vous, parce qu'eux aussi ont un grand réseau de Fidelity Card à Rome. Et donc, on a croisé les publics et on a vu qu'il y a des liens importants. Et donc, on va faire une action de co-marketing visant à élargir encore notre réseau, leur réseau. Et quelle est finalement la moyenne d'âge en fait, des abonnés MyMaxi? Ils sont vachement grands, Oui. c'est-à-dire que, bien sûr, parce qu'il faut, normalement déjà, il faut avoir beaucoup de temps pour visiter une fois les maxi. Et donc, c'est du genre qui a beaucoup de temps à investir pour visiter et venir au maxi. Et donc, normalement, c'est la adulte, la carte d'abonnement qui est plus vendue. Mais si la moyenne, soit de Young MyMaxi et de Biblio Maxi, on voit que Young et Biblio ensemble font exactement le même numéro que Adults. Aussi, il y a la possibilité de faire Family and Friends, c'est-à-dire de cartes d'abonnement avec un prix réduit qu'on peut utiliser avec des amis ou avec la famille, que c'est la solution pour qui aiment visiter les musées en compagnie. Mais normalement, c'est un public qui a normalement 45-50 ans. D'accord. Et quels sont les différents tarifs finalement pour les MyMaxi Les MyMaxi, donc la tarif Young Senior, c'est 25 €. La tarif adulte, c'est 50 €. Et la Family and Friends, c'est 90 €. Mais en même temps, ce qui nous aide beaucoup à développer les réseaux sont les relations que nous avons avec toutes les institutions de formation publiques et privées qui sont à Rome sur l'art contemporain, auxquelles on propose des grands achats de MyMaxi pour leurs étudiants. Et c'est-à-dire que par exemple, si avec un grand établissement d'études privées de design, on va lui vendre 300-400 MyMaxi qui, eux, peuvent offrir à tous les nouveaux étudiants, on va les vendre vraiment avec un niveau de prix vraiment plus bas que l'achat individuel, parce que pour nous, c'est une vente massive, donc c'est bien. Et aussi, c'est de la création du public, qu'une fois qu'il arrive au musée, avec la MyMaxi, c'est une clé. Et quand tu ouvres la porte dans les MyMaxi, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça veut aussi dire beaucoup d'achats. Et donc, pour nous, même viser la possibilité de vendre des grandes quantités de MyMaxi à des intermédiaires de la formation dans les métiers de la contemporanéité, c'est toujours un investissement parce que ça aide dans l'autre objectif du public development et de la croissance du public. En plus, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a vendu une MyMaxi, on n'a pas terminé la relation avec les nouveaux MyMaxi. On vient de faire démarrer cette relation. Au fil des ans, les musées s'est forcé d'améliorer, de consolider son programme d'adhésion. Et donc, le but, c'est d'impliquer nos supporters privés et de les rendre protagonistes. On a aussi bien investi dans la communication et dans les relations. Nous consacrons une attention constante au public de MyMaxi en lui communiquant tous les 2 semaines régulièrement avec une newsletter qui est dédiée, les calendriers des activités de semaine, et ils peuvent se réserver toutes les activités tout en utilisant ces systèmes directs de réservation qui a une
tas de réponses que c'est dans les fils de 3 heures. Et donc, ils peuvent sentir qu'ils ne sont pas seulement des clients, mais qu'avec la MyMaxi, on vient de constituer un lien que c'est important pour eux, mais qui notamment c'est vachement important pour nous, et c'est surtout l'expérience de la reprise après le Covid qui nous a encore plus convaincus de l'importance d'investir dans ces liens avec la communauté. Et, notamment local. Mais c'est vachement important. Et les départements du développement dans lesquels je travaille, c'est le développement auquel est confié le but de créer de la valeur à partir des relations. Et pour créer de la valeur, il faut investir. Oui. Et alors donc du coup ce service des abonnements MyMaxi, en fait dans l'organigramme du Maxi, il est géré par le service du développement, c'est ça? Pas le service du développement des publics. À l'intérieur du service du développement, il y a des différents bureaux. Il y a les bureaux qui s'occupent du marketing et des sponsorships. Et il y a les bureaux qui s'occupent des événements, parce que nous, on est aussi un grand bâtiment dans lequel les entreprises peuvent louer des espaces pour des événements privés. Et il y a 2 personnes qui sont spécifiquement dédiées, l'une au cercle des amis et l'autre au MyMaxi. Et il y a aussi la personne qui gère la bibliothèque, qui gère les systèmes de Bibliomaxi. C'est-à-dire il y a un investissement soit des ressources humaines, soit des moyens et surtout des communications. Parce que, comme j'ai essayé de dire, pour nous, les MyMaxi, ce n'est pas seulement un différent moyen de vendre des tickets, c'est la possibilité de constituer un réseau de testeurs, de publics importants, qui est pour nous vraiment important. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'investissements sur la communication dédiée au MyMaxi. C'est pour ça que chaque année, dans les journées portes ouvertes, on fait une spécifique campagne de communication dédiée au MyMaxi. Et c'est pour ça qu'on leur offre des services dédiés qui permettent au MyMaxi de se sentir vraiment une partie d'une petite relation amicale avec un musée. D'accord. Et en fait, le MyMaxi Premium, du coup, il est à quel tarif et avec quel type de contrepartie? Les MyMaxi, il y a des différences par ce qui concerne les niveaux d'âge. Donc, c'est young, adult and senior. Après, il y a les amis, qui c'est autre chose. Il y a vraiment une différence véritable du point de vue économique. Les cercles des amis, c'est vraiment autre chose, comme vous savez, sont les mécénés. Et il y a 4 niveaux d'adhésion au cercle des amis. C'est le platinum, les or, argent et jean. Et donc, il y a une grande différence. Dans jean, c'est 800 € par an. Et platinum, c'est 10 000 € par an. Mais là, c'est vraiment autre chose. Les programmes des amis du Maxi a débuté parallèlement à la fondation du musée il y a 12 ans. Les groupes de membres fondateurs ont contribué à diffuser l'esprit de cette nouvelle réalité qui a vu le jour en 2010. Au fil des ans, les groupes de base s'est élargi à plus d'une centaine de membres, principalement italiens, mais comprenant également un grand nombre de partisans d'outre-mer. Nous avons 25 American Friends of Maxi et on va essayer de faire partir les Friends of Maxi en Allemagne. Au fil des ans, le musée s'est efforcé d'améliorer et de consolider son programme d'adhésion, dont l'objectif, c'est d'impliquer nos supporters privés, de les rendre protagonistes de la programmation et des activités annuelles du musée, au fin de faire du Maxi un lieu de plus en plus inclusif. Il y a beaucoup de choses que les amis du Maxi font. L'importante contribution des amis du Maxi par leurs idées, leurs passions et leurs ressources sous toutes ces formes a permis au musée de devenir une entreprise culturelle. C'est grâce au soutien des amis du Maxi que nous avons pu atteindre de nombreux objectifs importants, de l'acquisition au achat des œuvres. Chaque année, il y a 1 ou 2 œuvres qui sont achetées avec les suggestions et les soutiens des amis du Maxi. Chaque année, les amis du Maxi choisissent avec les directeurs. Il y a un lien et une constante avec nos directeurs et notre directeur artistique, Juan Ru.
Et chaque année, les amis rencontrent les directeurs plusieurs fois par an et ils décident un ou deux œuvres d'art à acheter. Et normalement, c'est l'achat de cette œuvre d'art dans laquelle nous, on lance une campagne avec à tous les publics de funding. De crowdfunding peut-être, oui. En Italie, il y a ce système qui s'appelle Art Bonus. C'est de la possibilité pour, dans les impôts, de revenir d'une partie des chiffres qu'on a dédiés à une spécifique campagne publique d'un musée. Donc, chaque année, il faut que chaque musée choisisse la campagne à laquelle veut dédier l'Art Bonus, et tous les particuliers qui font une donation peuvent, dans les déclarations d'impôt, récupérer une partie. Et donc, ce sont les amis qui, avec les directeurs, qui choisissent chaque année l'œuvre d'art que le Maxi veut acheter pour la collection. La dernière, c'est une œuvre de Pascal Martin Taillou. Et c'est avec cette décision que soit les amis aident à l'achat avec des donations privées, soit que le Maxi part avec une campagne de recherche, de soutien à l'extérieur. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ils font partie de la communauté. Ils prennent part à quelques décisions du musée, pas toutes les décisions, parce qu'ils sont en même temps des collectionnistes privés, et donc il faut que les Maxi, que c'est un musée public, soient plutôt intelligents dans la gestion des relations avec un target très important de mécénat, mais aussi de collectionnistes qui ont aussi des intérêts normalement privés dans le monde de l'art. Et afin de cultiver et d'entretenir l'intérêt pour les Maxi, la Fondation organise un riche calendrier d'événements privés, des voyages en Italie et dans le monde à la découverte d'ateliers privés d'artistes qui ouvrent leurs ateliers pour des rencontres exclusives. Ils viennent de rentrer d'Allemagne, et au fil des années, on a organisé avec les amis des voyages incroyables en France, à Dubaï, aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement un voyage que chacun pourrait faire pour soi-même, c'est la possibilité de vraiment connaître des artistes qui ouvrent les ateliers exprès pour les amis du Maxi. Et donc, c'est vraiment un niveau différent de création d'un cercle qui démarre à partir de la claire identification dans les systèmes de connaisseurs et de collectionnistes d'art, de tous ceux qui ont envie de prendre partie à une petite partie de la vie du principal institution publique nationale du contemporain. D'accord. Et pour les abonnements en fait MyMaxi qui sont pas liés donc au cercle d'amis, du coup, comment vous renforcez l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une communauté, ou le côté un petit peu networking qu'il peut y avoir en fait chez les abonnés MyMaxi? Le côté networking est surtout développé parmi les amis, parce qu'il s'agit souvent de personnes qui font déjà partie d'autres cercles liés à l'art contemporain. Rome a un système vraiment intéressant de galeries privées, et chacun des amis est déjà dans le network avec les autres amis du Maxi. Donc, toute l'activité de networking, ça veut dire de fêtes privées, de réceptions, des visites exclusives. Chaque fois qu'il y a une exposition, sont toujours les amis du Maxi les premières qui vont visiter l'exposition avec les directeurs ou avec les curateurs. Et donc, c'est surtout avec les amis du Maxi on cultive surtout ces moyens de relation du Maxi avec eux
et entre eux comme réseau et comme network. Tandis que les targets de MyMaxi Rome, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants et donc c'est pas vraiment un network de personnes qui sont entreliées. Donc c'est plutôt la construction d'une relation one by one avec les musées, c'est avec la construction de systèmes de possibilités de relations directes avec les musées. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible à répondre à une question, à de MyMaxi, dans chaque. Mais ce sont vraiment des différents moyens de se confronter avec les cercles. Il y a aussi un troisième cercle qui sont les corporate benefits, sont les entreprises privées, mais là c'est encore autre chose. Merci beaucoup Lucia. Katia, on va passer aux Amis du Palais de Tokyo. Donc du coup, en fait, toi aussi, tu organises justement tout un tas d'événements comme ça, de visites, de galeries, d'art contemporain, etc., etc. En fait. Donc, absolument. Si tu peux nous présenter justement un petit peu toute cette activité autour des Amis du Palais de Tokyo. Je te remercie de me donner la parole parce que c'est pour moi très important de pouvoir parler des Amis du Palais de Tokyo qui portent bien leur nom, puisqu'on essaye de plus en plus nombreux tous les ans. Pour lier mon propos à ce qu'on vient de dire tous, nous prenons le relais des abonnements du Palais de Tokyo. Les abonnements sans engagement, c'est-à-dire les gens qui veulent juste venir avec leur carte autant de fois qu'ils veulent, ça s'appelle des Tokyo Pass. Et ça commence à 20 € pour les jeunes et pour les jeunes à partir de 18 ans, parce qu'en fait c'est gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans. À partir de je ne sais pas quel âge, ça devient le Tokyo Pass à 60 €. Et nous, nos tarifs commencent à 60 € pour les amis jeunes membres de moins de 26 ans. Et à partir du 26e, du premier jour des 26 ans, les membres doivent payer 150 € et ils ont une défiscalisation de 66%. Donc si vous savez calculer très vite, ça revient à 50 € si on paye déjà des impôts. Donc ça devient inférieur au Tokyo Pass. Mais on ne dit jamais ça, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est une mécanique qui est assez originale. Et pour cette situation avec le Palais de Tokyo, nous sommes leur caisse de résonance en quelque sorte. On est vraiment amis et du Palais de Tokyo et des artistes qui sont montrés là. Et donc on fait partie des alliés et du public en fait du Palais de Tokyo. Quand nos membres viennent pour des visites ou des soirées, ou le festival d'Audister ou des événements marquants, ils font partie des gens qui entrent avec leur passe, donc ils ne payent pas de billets, mais ils sont quand même comptés. Donc ils font partie de la fréquentation du palais. Et donc ce chiffre est intégré dans les chiffres généraux de fréquentation en tant que mécène. Et donc par exemple, quand nous faisons une soirée privée, même s'il n'y a pas d'expo à ce moment-là, on va quand même transmettre ce chiffre. Si on fait une soirée, par exemple, au Tokyo Art Club, donc c'est l'espace qui nous est dédié quelques fois par mois pour faire des soirées, et on y invite nos membres à partir de 1 000 €, et c'est pour 2 personnes. Et donc dans ces soirées, parfois ça peut être en dehors des expositions, on donne le chiffre au service des publics. Donc tous les mois, on fait un compte-rendu de ces chiffres qui interviennent évidemment, pas seulement pour la partie du public individuel, mais c'est aussi un chiffre qui est associé avec les chiffres du mécénat quand eux-mêmes font des soirées. Donc ce sont des chiffres qui sont importants ensuite pour séduire des sponsors, pour qu'ils aient envie d'associer leur nom au Palais de Tokyo. Donc on a une toute petite part, mais qui est importante dans ce fromage. Et pour rappeler l'historique du Palais de Tokyo, c'est un des rares, quasi uniques exemples en France d'institution qui est à la fois à moitié grâce aux contribuables, donc institutionnels, et l'autre moitié est fonds propres. Donc ce sont les entreprises et nous. Ces fonds propres ont tendu à augmenter depuis 20 ans que le Palais de Tokyo existe sous cette forme. Et donc le budget de l'État est resté le même, mais c'est cette part qui a augmenté, donc c'est plutôt une bonne chose. Et
nous sommes donc pour revenir à notre activité, donc nos tarifs, ça va de 150 € jusqu'à 5 000 €. Et donc c'est 150 €. Ensuite 210 pour un duo. Je vous donne le détail, pas pour vous. Tout est sur notre site, mais c'est pour vous expliquer que nous, on a en tête que notre nom, c'est les amis. Et donc, en fait, on essaie de faciliter à nos membres qu'ils puissent eux aussi inviter leurs amis. Et vous avez l'un de vous a cité le fait que c'est agréable de venir accompagner. Et en fait, nos tarifs duo, alors ça, par exemple 150 € pour une personne, le duo est à 210. Donc la deuxième personne est à 60 €. Et c'est une chose importante parce qu'en fait, pour se motiver, pour partager des moments, c'est un élément essentiel. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait une personne qui vienne, et tant mieux si elle vient avec une deuxième personne. Ça augmente toujours ce fameux chiffre du public. Ce qui est important aussi à savoir avec les duos, c'est qu'il y a un effet donc, de partager, mais c'est au sens large. On essaye toujours d'être attentif à ce que cette communauté ne soit pas que des chiffres à la fois de membres et d'argent qui est donné au Palais de Tokyo. C'est notre premier statut, mais en ex-aequo avec ce statut, on a celui de faire rayonner le Palais de Tokyo. Donc c'est dans ce côté humain et de rayonnement qu'on exerce une activité qui, bien entendu, et que ça reste entre nous, pour moi, c'est une des armes de séduction pour avoir de nouveaux membres et surtout pour fidéliser ceux qui sont là. Donc ce n'est pas innocent, on fait beaucoup de choses, je fais toutes les visites en bénévole, je sais de quoi je parle, mais pour nous, c'est une façon aussi de faire adhérer les membres, pas seulement à notre association, mais au Palais de Tokyo. On a énormément de relais dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est le Palais de Tokyo qui nous inscrit dans son programme des visites avec les curateurs du Palais de Tokyo. C'est Sylvia Varane, le bras droit de Guillaume Desanges, qui fait notre lien avec les curateurs. Et vraiment, on est toujours en tête de liste pour les visites. En général, après une exposition, ils sont épuisés ou ils doivent passer à des voyages, etc. Et en fait, comme il y a l'effet vernissage, on fait les visites en gros à partir de 2 ou 3 semaines après. On ne se précipite pas, on laisse un peu de temps. Katia, en fait, vous avez combien du coup de membres des amis du Palais de Tokyo? Alors au total, on a à peu près une communauté de 700 membres. 700 membres. On a besoin de préciser 2 chiffres. On a le nombre d'abonnements, on a plutôt 450 abonnements, mais on a énormément de duos. Donc c'est les duos des petits cotisants, mais aussi toutes les catégories de Tokyo Art Club, donc ça, 1 000 € 3 500 ou 5 000, sont de facto deux personnes. Donc on considère 450 membres et adhésions et 700 membres réels. Et franchement, les gens viennent vraiment à 2 quand ils sont membres du Tokyo Art Club, quand ils viennent aux soirées, etc. Donc c'est un chiffre qui n'est pas juste un avantage annoncé, mais c'est une réalité. Donc, dans les choses que l'on fait pour faire rayonner notre institution, puisque c'est vraiment notre mission, mais aussi notre plaisir, notre enthousiasme de notre petit groupe. Moi, en tant que directrice, mais aussi, je suis très épaulée par le conseil d'administration. Donc il y a un bureau et les autres personnes, il y a 17 membres de ce conseil qui sont très actifs et ils ont chacun leur rôle. On a un président, Philippe Dian, qui est très fédérateur, qui leur a donné tous des missions ou leur a permis de développer ce qu'ils s'étaient proposé de faire. Et donc, ce groupe est très proche aussi du Palais. Et pour revenir à donc, ce que l'on fait, on a les visites au Palais, on a les soirées au Tokyo Art Club, on a tout un autre programme, mais je vais en parler tout de suite après, si j'ai le temps. L'autre chose très importante à signaler, vous l'avez dit, on a tous des cartographies semblables et un peu différentes. Un des avantages énormes qu'ont nos membres dès amis jeunes, c'est qu'ils sont invités au vernissage. Et en fait, on les accueille. Il y a la queue VIP sous les colonnes. Et donc, tous ces membres, en tant que mécènes même, donc au plus bas niveau, ils sont accueillis. Moi, je suis là pendant les 2 heures de vernissage. Je ne suis pas en train de boire du champagne avec les copains. C'est vrai qu'il y a énormément de monde au vernissage du Palais de Tokyo. Il y a énormément de monde parce qu'en fait, le Palais de Tokyo invite beaucoup de gens du monde des institutions. Donc, en fait, c'est très bien pour que justement la communauté, comme sûrement vous tous ici, appréciez pouvoir
être invité dès la toute première heure pour découvrir des expositions. Le Palais de Tokyo est quand même le centre d'art le plus grand en espace et en principe très international en Europe. Donc c'est quand même un endroit qui est évidemment fréquenté. Et surtout, il y a une envie d'aller dès le début. Donc on accueille nos membres pendant le vernissage. On a aussi des visites en avant-première pour la partie club. Donc ça, c'est des moments privilégiés de visite privée avec le président et la présidente du palais et parfois les curateurs, et on voit parfois les artistes qui sont encore en train de mettre les dernières touches à leur exposition. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et par exemple, quand il y a un festival de performance où le prix du billet est doublé par le prix pour payer tous ces performeurs, et donc par exemple le ticket d'entrée au lieu de 12 €, ça passe à 20, et bien nos membres, le soir du vernissage, sont invités, et c'est un créneau donc gratuit. Et ensuite, s'ils veulent revenir le week-end, au lieu de payer 20 €, ils vont payer 15 €. Voilà, ils auront une facilité. Donc, toutes ces choses très élégantes de la part du palais permettent à nos membres de venir aux heures qui leur conviennent et de dire « Oh, c'est génial !» Enfin, voilà, on essaie de... Et en fait, du coup, d'un point de vue sociologique, ou alors la moyenne d'âge en fait, des membres des Amis du Palais de Tokyo, comment tu... Alors, elle est assez liée au niveau d'adhésion. On n'a pas énormément de gens de moins de 25 ans, très honnêtement. On a beaucoup d'étudiants. L'USA nous est une véritable manne. Et ils viennent, mais ils sont très pris dans leurs études et ils ont moins le réflexe. Parfois, ils viennent en bande à 3-4, c'est très sympathique. Mais c'est plutôt les jeunes de moins de 40 ans. C'est plutôt dans les catégories qui ne sont pas Tokyo Art Club. On a très peu de gens qui ont moins de 40 ans qui payent 1 000 € par an. Ce qui est compréhensible pour des histoires de revenus et aussi une sorte de disponibilité. Parce que ce sont des années de carrière, parfois pour certains qui sont dans des familles d'enfants petits, donc c'est pas possible de payer des babysitters pour aller juste voir une expo ou une soirée. Pour revenir aux jeunes, on a du coup, pour stimuler un peu donc cette bande de jeunes qui a entre 26 et 39 ans, il y a un sous-groupe qui n'est pas une catégorie, mais qui s'appelle les 26-39. Désolée, c'est pas très imaginatif, mais ça marche dans toutes les langues. Et donc, ce sont les jeunes qui sont, quel que soit le niveau. Et on a certains qui sont Tokyo Art Club et même Titan à 3005 dans ce groupe. Ils sont rares, mais il y en a. Et ces gens ont donc tout notre programme qui est déjà assez varié. Et on leur organise en plus des moments spéciaux. Donc ça peut être un restaurant après une soirée de performance ou de visite en fin de journée. Et on a aussi des escapades. Donc il y a eu un partenariat qui a été créé il y a 1 an et demi par notre jeune chef de file de ce groupe qui s'appelle Olivia Anani, qui est une de nos administratrices. Et il y a eu donc un partenariat avec le Vils à Bruxelles et le Stelgic, je ne sais pas si je le prononce bien, à Amsterdam. Donc il y a eu d'abord une rencontre à Bruxelles en septembre. Ensuite, en octobre, tous ces étrangers sont venus rejoindre nos membres à Paris pour les performances d'Animov. Il y a eu une soirée au yo-yo, nos membres, enfin ils étaient 40, ont été invités. Donc le palais a été une fois de plus très très généreux. Et donc voilà. Et est-ce que tu constates des évolutions dans les attentes justement des membres des Amis du Palais de Tokyo, en fait? Est-ce qu'il y a par exemple des types de sorties qui vont tout de suite les mobiliser, les attirer, et d'autres de moins en moins? Qu'est-ce que tu... C'est une bonne question. En fait, quand j'ai pris les rênes de tout ça il y a 9 ans, j'ai été assez prudente parce que je n'avais pas trop la mécanique. Voilà. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit « Mais enfin, c'est ennuyeux ton programme !» Alors, j'ai vraiment écouté ça. J'ai secoué Jean de Loisy et les gens au Palais de Tokyo en leur disant « Sauvez-moi, il faut absolument que je développe ce club comme il faut. Trouvez-moi des idées originales. » Et voilà, entre-temps, moi aussi, avec mon groupe du bureau, on a réfléchi. Tu fais beaucoup hors les murs, de toute façon. Hein. Oui, on fait beaucoup Tu vas beaucoup dans les galeries, dans d'autres oui. institutions. Et en fait, une des choses qui a été vraiment très attractive, ça a été de découvrir les Artist Run Spaces, donc des artistes qui invitent d'autres artistes dans parfois leur appartement, leur garage, leur bureau, mais qui n'ont pas forcément un réseau de communication au point, ils ne sont pas dans une logique commerciale. Donc, c'est vraiment
copinage, mais dans le meilleur sens du terme. Et donc, nous, on a le privilège de parfois être à ces visites. Et donc, dans les typologies, pour continuer sur le sujet, on a donc des visites au palais, des visites dans des musées. Donc, quand il y a certaines expos, on n'ira pas voir toutes les expos du musée d'art moderne, pourtant ils sont juste en face de chez nous. Mais on privilégiera Mohamed Bourouissa il y a 3-4 ans. Tout ce qui est vraiment beaucoup plus contemporain, on ira. Et on laissera tomber tous les artistes qui sont morts ou qui sont trop... on est quand même allé voir Warhol et je ne sais plus, et Basquiat. Donc voilà, mais il y a des grands artistes qui sont restés très contemporains, mais dans l'ensemble, on se concentre sur cette ligne. Et on va voir surtout... donc on va voir aussi des centres d'art en dehors de Paris. Et le samedi, donc on fait tout, c'est ce que je voulais ajouter, pardon, sur notre population est très jeune, on a vraiment une grande majorité de gens qui ont, donc jusqu'à 40 ans, qui forment peut-être 45% de la population, et le reste c'est entre 40 et 70 grand maximum. On a vraiment des gens qui sont tous dans la vie active, vraiment une très grosse majorité. Et donc nous proposons, et ça fait boule de neige dans le meilleur sens, puisque en proposant des rendez-vous les samedis, les soirs, à l'heure du déjeuner quand on ne peut pas faire autrement parce que les centres d'art ferment, on a et nos soirées Tokyo Art Club qui commencent à 19h avec le talk à 19h30. Ça permet à des gens qui travaillent et qui ont une vie personnelle, bien heureusement, de quand même caser leur passion. Vivre des moments un peu plus intenses et ce qui les passionne, sans enfreindre leur agenda professionnel ou leur vie personnelle. Donc ça, c'est important et ça attire évidemment une communauté importante. Et j'ai toujours considéré le Palais de Tokyo comme un aéroport. Sans bouger, en fait, on voit des artistes du monde entier, mais aussi des Français. Et on voit dans l'autre sens, on a donc il y a des visiteurs et des musées ou des groupes qui viennent de l'étranger au Palais de Tokyo pour faire les visites. Donc ça, nous, on est sur le balcon des amis, on les voit passer. Mais dans le sens, nous aussi, on a une communauté très internationale. D'abord, on a une parité quasi parfaite, hommes-femmes. Et on a aussi donc j'avais recensé à peu près 25 nationalités différentes. Alors parfois avec une seule personne pour représenter cette nationalité. Mais on a vraiment sur tous les continents. L'essentiel vivent quand même en France. À Paris surtout, c'est très parisien. Mais parfois, nous, on fait des escapades en province, etc. Mais je vais peut-être vous montrer un peu des images. Oui, pardon. Alors, c'est les grandes lignes, je vous en ai déjà parlé. Donc cette année, on fête nos 20 ans. Donc ça va faire partie des événements de cette année. On a déjà fait une soirée en invitant les présidents, les anciens présidents et directeurs et présidentes du Palais de Tokyo à venir fêter ça au palais. C'est donc nous les amis qui avons financé cette soirée, mais c'était merveilleux. Voilà. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, ce sont nos missions. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Alors, dans une des choses que vous verrez en illustration, on a pas mal aussi on a une sorte de squelette de ligne directrice pour les visites, parce qu'en fait on est très sollicité, comme peut-être mes confrères ici le sont, par des galeries, par des gens. Il y a une offre pléthorique d'expos dans Paris. Et donc, en fait, c'est compliqué il faut bien faire un choix. Il ne faut pas vexer les uns et les autres. Et donc, ce que l'on fait, ce sont des visites en lien avec les artistes qui sont passés par le palais. Donc, ce sont ceux des expos. Ce sont aussi les lauréats du prix des amis. Ah oui, ça, c'était les portraits des gens, où il y en a vraiment une population de tout. Ce qui nous démarque des autres associations, et c'est important, c'est parce que le Palais de Tokyo est comme ça, on attire des gens vraiment de tous les horizons. Il n'y a pas de profil type, on n'a pas de collection puisqu'on est un centre d'art et pas un musée. Donc on n'attire pas des gens qui ont la mécanique d'avoir leur nom sur un cartel et de justifier à leurs enfants pourquoi ils donnent autant d'argent à un musée. Nous, c'est le contraire. Nous, ce sont des gens qui ont... c'est un peu comme des entrepreneurs, des angels. Ce sont des gens qui font un pari intellectuel, mais surtout un pari de vouloir accompagner des jeunes artistes dès le départ, parce que le Palais de Tokyo montre beaucoup de jeunes artistes.
Et donc, voilà, on a vraiment une population très différente. Mais on a aussi des artistes qui sont membres et des galeristes. Donc, c'est assez joli comme mosaïque de portraits. Voilà, on fait une centaine. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Le prix des amis. Voilà, on essaye d'être écolo. Alors d'abord, pour revenir à la parité, excusez-moi, parce que j'ai dit autant d'hommes que de femmes. On est très... depuis 2018, quand on a créé notre site, on a décidé de ne pas dire monsieur ou madame. Je ne sais pas si quand vous vous abonnez quelque part, il y a case monsieur, case madame. Et en fait, on a souhaité dès le départ respecter les non-binaires. Donc on ne demande pas voilà. Donc on essaye d'aller toujours en train, mais bon, on est quand même allé à Beyrouth il y a 3 ans et on y prendra le train s'il faut. Ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc c'est quelques illustrations. Donc vous reconnaissez à gauche Marianne Yemsi, qui est une des commissaires c'était la commissaire de Ubuntu et d'autres œuvres et d'autres expositions. À droite en haut, c'est Jonathan Jones. Vous allez voir le petit clin d'œil à Emmanuel Delvouis, qui voilà. En dessous, vous reconnaîtrez peut-être Cédric Faux, c'était pendant Anticorps. Et voilà, au Palais de Tokyo, il y a ce genre d'éclairage un peu space. Tu m'interromps quand je m'en rends pas compte. Voilà. En fait, super, oui. Jonathan voilà, ça, Jones. vous reconnaissez Emmanuel malgré le masque jaune. Oui, parce que on avait curaté avec Daria de Beauvais une exposition de Jonathan Jones au Palais de Tokyo et au Château de Malmaison. Donc du coup, en fait, il y avait une visite des amis du Palais de Tokyo à Malmaison. En fait, donc c'était en janvier dernier. Voilà, c'est ça. En fait, on garde l'ADN du Palais de Tokyo hors les murs. Et c'est grâce à Emmanuel qui me l'a signalé qu'on a pu faire cette visite. Voilà, à gauche, c'est Noisy-le-Sec. À droite, c'est Studio des Acacias. Ça, c'est Orae. En fait, on essaye de montrer donc, des choses très digitales. On était le premier centre d'art à montrer de l'art virtuel. C'était une des lauréates du prix des amis, Ayun Kwon. Là, c'est une artiste canadienne, Sabrina Raté, qui était à la Gaîté Lyrique. Voilà, pour nos membres, c'est assez... voilà. Donc ça, c'était une escapade à Bruxelles. Neil Beloufa à gauche. Donc il y a toujours des clins d'œil à ce qui s'est passé au Palais. Ça, c'est une escapade à Marseille, au centre, avec Nicolas Dauban et le lauréat du prix SAM, notre vice-présidente Sandra Egédu, c'est la créatrice de SAM. À gauche, Eva Medine, à droite, Enrique Ramirez. Marseille, ah ben vous ne regardez pas, ça ne va pas du tout cette affaire. Vous étiez à Marseille pour la Biennale il y a 2 ans, 1 an et demi. Voilà, ça c'était à Beyrouth. On a fait des lives pendant les confinements pour justement parler de nos artistes lauréats et les artistes du Palais. Tout de suite, on a mis ça en place tout de suite grâce justement à nos jeunes membres. Ça, c'est les 26-39. Voilà, une des soirées avec Guillaume Desanges. C'était pour la première soirée avec le nouveau président du Palais de Tokyo et notre président à nous. Voilà, nous avons notre bureau qui est sur le balcon dans le hall du Palais. Donc, une fois de plus, on est vraiment accueillis, hébergés comme si on était de la même famille. Et on a un QR code, on a un site et on a... Voilà. Ça, c'est notre grand dîner où l'Italie sera à l'honneur, chère Lucia, avec Marinella Senatore le 19 septembre. Donc, c'est vraiment un dîner de soutien, une levée de fonds qui est très importante. Et c'est à l'issue d'un festival qui s'appellera Body in Alliances, fait par Vittoria Matarese pendant 4 jours qui précèdent. On a presque fini, voilà. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, ça, on en a déjà parlé. Voilà, je vais laisser super. Merci beaucoup, Katia. Donc, Sébastien Fumaroli, par rapport à, justement au cercle d'amis internationaux, puis avec beaucoup de membres, qu'en est-il du cercle des amis du Louvre ? Alors la situation au Louvre est particulière, puisque là, les différentes présentations ont montré que le lien la frontière entre les amis et les abonnés est de plus en plus fine, et maintenant même se joint finalement le service digital en quelque sorte qui crée un programme culturel et de fidélisation. Et donc au Louvre, on a fait simple, on a mis tout le monde sous le même nom, qui est le nom Amis du Louvre.
Voilà, donc la particularité du musée du Louvre, c'est que il y a eu donc la Société des Amis du Louvre est une vieille maison fondée en 1898 qui a même inventé le mécénat collectif, donc le crowdfunding, c'est-à-dire que dès sa création, l'idée était de faire appel au plus grand nombre pour financer des achats en complément des budgets de l'État. C'était à une époque où il y avait une très forte concurrence entre les musées européens. Et donc, de fil en aiguille, cette carte, qui était d'abord une carte de don, mais qui apportait des avantages de visite, et s'est imposée avec un certain prestige, une certaine notoriété, comme un nom, une marque, qui était donc la marque de l'abonné du Louvre. Et cette situation a été actée en 2016, où il y avait auparavant un service de fidélisation, ou en tout cas un service qui distribuait des cartes Louvre, des cartes jeunes, des cartes, et d'une manière assez innovante, le choix a été fait de tout fusionner. Donc l'abonné du musée est ami du Louvre, et l'ami du Louvre est abonné du musée. Alors c'est ça que je voudrais un peu vous expliquer, parce que c'est une situation particulière qui nous place en fait paradoxalement plutôt du côté des musées américains, c'est-à-dire du choix d'un programme de membership avec dès la première cotisation finalement une possibilité de défiscalisation, mais un programme de membership ouvert à toutes les catégories avec un ticket d'entrée à 15 € pour les jeunes. Et finalement à une utilisation des outils les plus modernes de communication pour attirer un public, je dirais pour la bonne cause en quelque sorte. Voilà. Donc effectivement, nous sommes aussi, nous, dans notre cadre, alors juste peut-être quelques chiffres, donc il y a 60 000 membres aux Amis du Louvre, ce qui fait de nous la première société d'amis d'Europe. Ce qui explique aussi le fait que le musée du Louvre ait fait ce choix stratégique qui d'ailleurs a été fait par les 3 présidents successifs, y compris par l'actuelle présidente directrice, Madame Laurence Descartes, de conserver ce système, alors qu'à Orsay, d'où elle venait, il y avait 2 établissements, le principe de l'abonnement et le principe des amis. Donc, finalement, la carte, même si c'est une carte d'abonnement, repose sur une symbolique liée à l'engagement, au don et à la connaissance. Voilà, c'est un peu ce qu'on pense apporter dans ce cadre-là, c'est qu'on a des valeurs qui peuvent être utiles pour le musée et qui sont indissociables au musée, que nous voulons défendre par rapport à un musée qui est bien évidemment de plus en plus touristique, de plus en plus commercial. Et la marque Amis du Louvre est un garant d'une certaine qualité. La marque Louvre est une qualité absolue, mais la marque Amis du Louvre, pour tous les services liés aux accès, je dirais aux visites, jusqu'aux soirées, est un garant d'une certaine façon d'une production qui ne cherche pas finalement à tromper le visiteur. Voilà. Je pense que ça c'est très important aujourd'hui, puisqu'il y a une confusion ou de plus en plus de mélange en fait dans le domaine des musées sur exactement le sens en fait qu'on apporte aux choses. Et ça, je pense que c'est une de nos missions. Donc, pour me résumer, on a nous-mêmes travaillé sur la digitalisation. Donc on va lancer l'année prochaine une carte digitale, mais toujours en gardant l'idée de carte malgré tout, qui se verra sur le téléphone portable et qui permettra donc d'accéder au musée. Les fichiers sont communs, donc nos cartes ont un code barre et sont les cartes d'accès au Louvre en quelque sorte. Mais le principe est de dire qu'à partir du moment où on accède au Louvre, on reçoit un traitement particulier qui est apporté en plus par les amis. Voilà. Et c'est cela pour tout le monde. Donc c'est une promesse de qualité
pour le plus large des publics. Et d'autre part, c'est un garant de valeurs, comme je disais, qui est assez lié au scholarship. On est plus tourné vers le scholarship que sur la consommation. Et sur le partage de connaissances, on accompagne en fait le visiteur en produisant des outils de connaissances qui lui permettent finalement d'enrichir sa visite, mais surtout de mieux comprendre, puisque là nous sommes dans un musée d'art ancien. Il ne s'agit pas, bien évidemment, donc là les questions de compréhension, de connaissances se posent, et nous pensons que notre rôle est dans l'accompagnement finalement de la visite. Donc notre première mission, c'est bien sûr de récolter des fonds pour acheter des œuvres. Donc on est le premier mécène en fait collectif du musée du Louvre. On est étroitement lié aux campagnes Tous Mécènes qui sont finalement co-gérées entre les amis et le musée. La fidélisation est donc co-gérée entre le Louvre et les amis du Louvre, mais la capsule je dirais, de communication sont la capsule Amis du Louvre. Voilà. Donc c'est un peu une situation particulière et qui donc nous permet nous aussi de rentrer dans des logiques d'enrichissement de l'abonnement, d'entrer dans des logiques immédiatement de digitalisation, puisqu'effectivement tout ce que voilà, en fait vous créez une nouvelle offre de fidélisation, si j'ai bien compris. C'était passionnant votre présentation. Et finalement nous dans notre structure de membership programme, on est conduit naturellement à élargir l'offre avec des offres digitales en quelque sorte. Donc voilà, autrement, ça me semblait intéressant de préciser ce point et de dialoguer peut-être avec vous. Je ne vais pas peut-être présenter plus que ça nos activités. Simplement, donc on a intégré l'adhésion et on a aussi intégré le cercle des mécènes du Louvre. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez récent. Toujours dans la logique, au fond, d'une certaine continuité de la démarche des publics, c'est-à-dire de la première adhésion, on peut monter. Et bien souvent, il y a des problèmes de coordination, justement, entre le mécénat et l'abonnement. Ce système de chaîne unique, en fait, d'abord est beaucoup plus clair pour le visiteur et permet finalement une efficacité, je pense, aussi dans la collecte des dons. Il y a des choses que nous ne faisons pas, que le musée fait. Les entreprises, c'est pas pour les amis du Louvre, c'est quelque chose. Mais le mécénat privé, le mécénat individuel. Alors, l'autre aussi point, et puis ensuite peut-être vous pourrez, c'est qu'on est une structure privée. Donc là aussi, pour le musée, c'est utile parce qu'on a des modes de fonctionnement plus souples, des procédures plus souples, et on fonctionne presque en start-up. Enfin, c'est exagéré de dire ça, mais on est une association. Mais le statut associatif est finalement extrêmement flexible, extrêmement souple, et le musée du Louvre a eu l'intelligence de comprendre que plutôt que de créer d'autres services, c'était beaucoup mieux de s'appuyer sur cette activité. Donc en fait, il y a une double, je dirais, casquette. Il y a la casquette association avec le bureau, le président qui est Louis-Antoine Prat, qui préside sur tout, y compris sur la fidélisation, mais il y a une relation particulière avec l'établissement public et donc des structures de gouvernance particulières avec l'administrateur, avec les directions du mécénat, la direction des publics, puisqu'il y a de nouveau une direction des publics au Louvre. Et donc moi, mon rôle, je m'occupe de cette association depuis une dizaine d'années. Ça a été justement d'accompagner ce mouvement depuis 2013 en quelque sorte, et que je trouve être quand même extrêmement performant. C'est le cas aussi au Musée des Arts Décoratifs, puisque le Musée des Arts Décoratifs est une association en elle-même, et donc l'ensemble du mécénat et de la fidélisation est géré par les mêmes services en quelque sorte. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Je trouve que ça fait parfaitement sens ce que vous dites. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout, il n'y a jamais une recette à appliquer comme modèle de développement. On voit, ça coule de source que pour le Louvre, qui a une association d'amis
extrêmement anciennes, extrêmement puissantes, ça n'aurait pas de sens de se mettre en parallèle. Donc c'est vrai qu'à chaque contexte, c'est le contexte qui va dicter finalement la politique. Et l'essentiel, et c'est vrai que c'est ce que vous disiez, c'est que le public s'y retrouve surtout. Je crois que là, au moins, il n'y a qu'une seule offre. Il n'y a rien de pire que ça soit, d'ailleurs, du côté entreprise, du côté grand public, qu'ils se retrouvent face à plusieurs camps, plusieurs offres plus ou moins parallèles, que des offres concurrentes au sein d'un même musée. Il est vrai que bon, nous, enfin, finalement, c'est à peu près pareil parce qu'il n'y a qu'un seul abonnement. Il se trouve enfin, il y aura qu'un seul abonnement, mais on a une société d'amis qui est très récente, qui est beaucoup plus petite, qui aussi n'a pas la capacité à employer des gens, pour le coup, à gérer de façon numérique leurs abonnés. Donc, ils s'appuient sur nous. Vous, c'est presque l'inverse, parce qu'avec l'ancienneté que vous avez et le nombre d'abonnés, vous êtes en capacité d'automatiser, de faire des investissements qui vous permettront de gérer ça, qui vous permettent de gérer ça. Et 60 000 membres, c'est une belle communauté. Notre première finalement mission, c'est de diffuser, dans le cadre de la fidélisation, de diffuser les contenus Louvre. Donc il y a deux régimes. On diffuse des contenus Louvre dans nos systèmes, où on crée des contenus, on produit des contenus. Donc on est éditeur de contenus, qui sont des contenus plutôt pédagogiques en quelque sorte, ou en tout cas qui sont des contenus qui permettent aux membres d'enrichir leur expérience de visite. Et c'est vrai que le numérique que nous, voilà, on a fait une première étape de développement numérique. Là maintenant, on va avoir cette carte électronique qui va nous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin, notamment dans la facilité d'accès, parce que la facilité d'accès, c'est aussi la facilité d'abonnement. Et ce que vous disiez sur les abonnements, ensuite on peut très bien imaginer des abonnements par nombre de visites ou des abonnements. Enfin, après, tout est possible une fois qu'on rentre dans ce monde-là. Après, il y a tout un marketing à inventer. Nous, on est en train de se doter de cet outil. Et effectivement, l'abonnement mensuel, auquel je n'avais pas pensé, mais là qui semble être même préconisé par l'Art Institute de Chicago, me semble être une excellente disons qu'on va voir, et je vous communiquerai les résultats dans un an. Peut-être que ça va être un flop complet. Mais en tout cas, je pense que, enfin, évidemment, on pense toujours à les choses en se disant qu'est-ce que je ferais moi. Bon, je ne suis peut-être pas un très bon gestionnaire de mon propre, ma finance personnelle n'est pas toujours très bien gérée. Mais disons qu'en septembre, ou enfin moi, ou si je devais à un moment payer des abonnements pour du loisir, et ça arrivait tout d'un coup, moi je le ferais pas. Alors c'est vrai que je pense qu'avec le mensuel, enfin j'espère, en tout cas c'est ce que disaient les premiers retours d'expérience, que ça favorise une population plus jeune. Et c'est aussi toujours la difficulté dans les politiques d'abonnement, c'est quand. Et du coup, il y a d'autres musées qui utilisent ce genre d'abonnement mensuel. En fait, vous parlez de l'Art Institute of Chicago. C'est monsieur qui en parlait. Ah oui, oui. Pour le moment, sans doute plus, mais en tout cas, aux États-Unis, il n'y en a que 2. Et en France, il n'y en aura bientôt qu'un seul, enfin peut-être plus à venir. Je ne sais pas, il y en a d'autres qui vont sans doute émerger, mais j'ai l'impression que c'est une tendance émergente. Et on le voit de toute façon quand on regarde autour de nous dans les domaines plus comme, des plateformes d'accès multiples. D'aucuns proposent une souscription annuelle. Donc oui, ça, même les abonnements, les cartes cinéma, tous ces trucs-là. Tout est au mensuel. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est en fait l'objectif, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être seul, aucune invention. Il y a seulement essayer d'être plus en phase avec les usages qui sont les usages qu'on voit tout autour de nous. Pour pas être toujours, parce que malheureusement dans le patrimoine, on est toujours un peu à la traîne et on pense que l'offre va tout faire. C'est comme si la SNCF se disait, on va pas faire d'application, nos trains sont tellement merveilleux, les destinations sont tellement merveilleuses que les gens feront bien la queue au guichet pour acheter un billet. Oui, mais en fait non, pas vraiment. Enfin, je pense que l'accès et qu'on soit totalement en phase avec l'usage actuel me semble primordial et bon que ça soit
enfin, je pense partout, une société d'amis ou enfin, une offre d'abonnement, que ça soit porté par qui que ce soit d'ailleurs. À mon avis, c'est une expérience intéressante à faire. Tout à fait. Oui, ben, peut-être pour aussi par rapport à Katia, effectivement, qui est dans donc l'art contemporain, où le monde des collectionneurs est très important, où il y a beaucoup d'argent quand même, ou en tout cas, donc là, la dimension que vous avez expliquée était effectivement passionnante. Nous, finalement, on cherche à prendre votre public. Nous avons plein de membres en commun, ne vous inquiétez pas. Puisqu'effectivement, on a une dimension, nous, plus citoyenne, civique, donc grand public, démocratique. Même si là, vous avez bien expliqué effectivement que vous aviez un public tout à fait de tous horizons, et nous aussi, nous recrutons sur les horizons. Mais effectivement, sur la dimension du mécénat pour le musée du Louvre, on cherche aussi à attirer des mécènes privés. On est branché sur le milieu des collectionneurs, sur le milieu des galeries, et qui est un autre versant, peut-être moins, je dirais, en tout cas moins flamboyant que l'art contemporain, mais là, c'est Maastricht en ce moment, et quand on va à Maastricht, on voit qu'au niveau européen, le dynamisme de l'art ancien est absolument exceptionnel, et que donc, même dans l'art ancien, il y a, je pense, une forte capacité à mobiliser des grands mécènes. J'applaudis ce que vous dites, parce que c'est exactement la base, en fait, la source de la passion, souvent, pour la plupart des gens. On a des membres qui ont débarqué par le côté branché du Palais de Tokyo, mais l'essentiel et les plus grands mécènes sont des collectionneurs d'art ancien, parfois aussi d'art d'autres continents, mais ils ont et moi la première, vraiment un respect, mais un amour profond de l'art qui a été validé par des siècles, des millénaires d'abord de beauté en tant que telle, et aussi de conservation, de comment c'est exposé. Il y a tout un processus d'un grand musée qui est... nous, on est un peu le parent pauvre de tout ça. On est le laboratoire de ce qui va peut-être être un jour acheté par d'autres musées. On a quelques petites gloires comme ça de nos artistes du Prix des Amis qui ensuite ont été achetés par nos voisins d'en face. Donc, mais c'est pas. Donc voilà, on est tout à fait compatibles. Non, mais je dirais même qu'on est plus que compatibles. Il y a aujourd'hui en fait un croisement des publics sur on voit très bien que le goût pour l'art contemporain aujourd'hui se complète pour le goût pour l'art ancien, et inversement, ces publics qui aiment l'art ancien. Il y a eu un moment où l'art contemporain on avait l'impression que c'était deux mondes différents, oui. Et j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui on va pour ces publics de mécènes en tout cas, vers des ouvertures en fait, des ouvertures. Oui. Mais nous, ça nous arrive quand même d'aller visiter des beaux musées. Mais c'est vrai qu'on ne vient jamais chez vous. On va vous inviter. Ah, c'est gentil. Oui, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. Du coup, on va prendre quelques questions. Il nous reste 2-3 minutes. Oui, en attendant la question, qui va venir certainement, je voulais rappeler que la différence fondamentale dans les amis, quand ils payent plus qu'un pass, qu'un abonnement, c'est que justement, il y a une notion d'engagement, en fait. Et ce n'est pas un engagement lourd, ils sont contents de payer pour l'année. S'ils ont un mois de retard, on met quand même leur abonnement à la date anniversaire, parce qu'ils sont restés dans le fichier, parce qu'ils ont continué à pouvoir s'inscrire, etc. Donc c'est autre chose. C'est une autre population. Mais on a parfois des gens qui, avant, avaient un Tokyo Pass. Et à l'accueil du Palais de Tokyo, ils ont nos bulletins. Et on a notre grand QR code. Et ils sont excellents. Ils nous appellent. Et puis on descend. Voilà. Alors, question. Quelques questions. Vous voulez dire qu'on a répondu à toutes vos questions avant même qu'elles soient... On vous a saoulés. Il est déjà 35. Non, c'est bon. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. invitation. Merci beaucoup. Attention. Merci à tous.